Si on élargit justement la réflexion américaine en général, Nicolas Balsoul, vous auriez des choses à ajouter à partir de cet exemple récent de Détroit, mais qu'il faudrait réancrer dans une histoire multiforme beaucoup plus ancienne aux États-Unis. Et après, on va donner, c'est toujours la recommandation de Nicolas Balsoul, la parole à la salle. Non mais c'est bien, parce que c'est vrai qu'ils ont plein de trucs à dire, et c'est un terreau super riche, donc profitons-en. Ce matin, ça a été très intéressant, parce qu'on se posait une question, finalement, on n'a pas du tout, lors du débat, on n'a pas du tout répondu à cette question-là, on en a abordé plein d'autres, donc c'est pour ça, voilà, bon, c'est pas juste. Donc pour en revenir à Usonia et au projet de Frank Lloyd Wright, et puis à l'expérience de Détroit, ce que j'avais trouvé, moi, assez fascinant dans l'expérience de Détroit, c'est que c'est un cas unique. Enfin, je veux dire, non, c'est pas un cas unique. Je pourrais me parler de Boulder, Colorado et d'autres. Mais là où c'est unique, c'est qu'on a un territoire immense, on est 360 km², moitié de la population, donc on a des terrains qui s'enfrichent petit à petit. Comme on a besoin de pognon, on crame sa maison. Comme la maison est brûlée, la terre de la plaine fertile reprend le dessus. Voilà. Et puis, ces gars-là, ils viennent de manière peut-être un peu pirate, bien souvent, sur ces terrains, pour cultiver quelque chose. Il y a effectivement le rêve américain d'un retour à la nature, etc. Peut-être, parce que c'est ancré dans une culture. En même temps, à côté de ça, il y a une vraie nécessité. Il y a une nécessité qui n'est pas uniquement la nécessité de se nourrir, mais de vivre ensemble. Et je pense qu'il y a un truc qui est très important à Détroit, c'est que, vu l'état dans lequel la ville s'est trouvée et la grosse claque économique qu'ils ont pris, il y a un choc psychologique grave. Et ce choc psychologique fait que dans toutes ces friches, ça devient des zones de non-droit. Pas encore, c'est vachement important, ça, des zones de non-droit immenses, 150 km² de friches dans la ville, drogue, prostitution, machin, etc. Alors on vous dira aussi, c'est des formidables réservoirs de biodiversité. Ok, mais à côté de ça, c'est aussi des formidables réservoirs de problèmes. Et à côté de ça, les habitants, petit à petit, se réapproprient ces lieux en se réappropriant leur identité d'habiter à Détroit et une certaine fierté d'habiter à Détroit à travers ce rapport avec la nature. Alors il y a un côté un peu parfois tendancieux, parce qu'effectivement c'est dans la tradition américaine, les réserves écologiques et puis ce rapport à la nature qui était franchement tendancieux. Il y a le bouquin de Luc Ferry qui était intéressant par rapport à ça il y a quelques années. Bon, mais à côté de ça, on pose un vrai problème qui est ce cas unique de Détroit. Alors, ça n'a rien, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le phénomène des jardins partagés dans Paris. Ça n'a rien à voir avec le phénomène des jardins partagés à Berlin. Enfin, pas, peut-être, c'est un petit rapport, mais pas exactement le même. Et je voudrais parler d'un exemple à Rome, parce qu'on a parlé du pouvoir de l'État. On a parlé de cet enthousiasme qui vient d'en bas, on va dire. Enfin, je ne sais pas s'il y a un haut et un bas. À Rome, aux portes de Rome, il y a la Via Appia qui trace cette ancienne voie romane. Sous Napoléon, grand projet de parc archéologique déjà, abandonné. De nouveau, il y a des grenouilles qui ont travaillé, pas que. Et il y a des agriculteurs qui se sont installés et qui ont fait une agriculture. Bon. Il y a quelques années, ce projet de grand parc archéologique urbain est revenu à la mode et est revenu sur le devant de la scène, avec les pouvoirs politiques en place qui avaient décidé d'utiliser ce créneau, il y a beaucoup d'argent pour le jubilé, pour créer un grand parc urbain pour la ville de Rome. Sauf que dans ces lieux, dans ces vallées, s'était installée toute une série de jardins pirates de toute la population qui habitait les tours qui bordent cet espace et qui sont entre Cinecittà et les ruines romanes. Tous ces jardins, il y avait une vie qui s'était installée là-dedans. Ils allaient regarder le football, machin, etc. C'était pas spécialement pour avoir plus de tomates ou du basilic, c'était parce qu'il y avait une vie, et il y avait un terreau social là-dedans qui s'était mis en place, parce que dans le quartier qui le longeait, les espaces publics étaient minimum. Donc on allait où ? On allait dans la friche. Dans certains films de Pasolini, on le voit déjà, même à Rome, ils vont là. Fellini a tourné tous ces films-là. Bon, bref. Et donc il y avait tous ces jardins qui se sont mis en place, il y a un terreau, machin, et sous une volonté politique forte de redonner à Rome une puissance
ça fait écho à d'autres volontés politiques à un autre moment, de montrer une puissance de l'Empire romain en ruine. On va transformer tout ce parc avec l'aide de paysagistes, d'architectes, d'urbanistes, de penseurs, de sociologues, d'économistes, de botanistes, etc., en un grand parc archéologique urbain. Tous ces jardins familiaux sont rasés au bulldozer. Et aujourd'hui, si vous allez, donc tout le terreau social est rasé aussi. Et devant les ruines romanes, on a posé une plaque en marbre avec gravé le nom de la ruine romane, Sigi, la nymphe égérie, Sigi, machin. Et maintenant, il y a tout un discours écologique dessus. Donc, je rebondis là-dessus aussi, parce que ça, c'est aussi une arme clé d'écologie que les Américains avaient utilisée il y a bien longtemps, et que Disney a utilisé aussi, qui n'a rien à voir avec ce type de retour à la nature, qui est plus, à mon avis, intéressant dans le sens terreau-social. Voilà. De même, quand on parle des écoquartiers, ceux qui défendent les écoquartiers insistent sur, ce mot est horrible, la mixité sociale, enfin sur la réflexion sociale. Bon, Thierry Laverne, pour finir. Oui, j'étais passionné par la présentation de l'expérience de Détroit, et donc je me demandais au-delà de la part effectivement de détresse et de dimension cataclysmique dont témoignent les images, quoi, et qui sont sans doute le point de départ de l'expérience, je me demandais finalement quelle était la part d'urbanité finalement qui était recherchée dans cette expérience de jardinage. C'est ce que tu disais, Nicolas, au début, c'est-à-dire que finalement, et ça rejoint quand même des préoccupations qu'on a tous au-delà de l'expérience justement là, c'est que finalement, on aimerait démontrer et convaincre que cette question d'agriculture urbaine, c'est surtout démontrer les qualités d'urbanité de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a effectivement des expériences qui démontrent ça. C'est-à-dire qu'indépendamment justement de ces situations de détresse, mais dans d'autres situations de difficulté, l'expérience des jardins de Cocagne, par exemple, qui est une association d'insertion par le jardinage, remet effectivement des gens en situation de vie et de réinsertion grâce à cette activité de jardinage. Et donc on a effectivement quand même pas mal d'expériences qui démontrent effectivement cette dimension urbaine au sens noble d'urbain de l'agriculture. Et finalement, ces gens qui se retrouvent insérés par cette activité de jardinage et qui font profiter de cette activité de jardinage des paniers à des adhérents qui ne sont pas des adhérents consommateurs, mais qui sont des adhérents qui soutiennent l'activité d'insertion et qui en récompense retrouvent ces paniers, reçoivent ces paniers. Eux aussi trouvent une certaine forme d'urbanité dans cette expérience. Et donc ce partage autour du jardin, je pense qu'effectivement, c'est une des dimensions qu'il faut absolument mettre en avant dans cette idée que la ville ne se limite pas juste au fait de dormir ensemble ou dormir chacun chez soi, mais bien effectivement celui de vivre ensemble.